La dernière vidéo remontant quelque peu, je vous propose une rapide remise en mémoire des épisodes précédents. Le football émerge avec des schémas très simples et ultra offensifs. Il compte systématiquement 6 ou même 7 attaquants. Les années 1880 viennent y mettre de l'ordre et Preston North End s'illustre avec un schéma en 2-3-5, c'est la pyramide, qui à quelques subtilités près, fait les beaux jours de l'Uruguay et de l'Autriche jusqu'au début des années 30. Et c'est à ce tournant que nous nous retrouvons pour la vidéo d'aujourd'hui. La pyramide va en effet s'effacer devant deux systèmes novateurs. Le premier nous fera prendre le tube londonien pour nous rendre à Arsenal, et le second nous fera franchir les Alpes pour gagner l'Italie. En Angleterre, le glas de la pyramide sonne lorsque la FA assouplit en 1925 la règle du hors-jeu, afin de donner plus de latitude aux attaquants. Et ça fonctionne, les buts pleuvent. Pourquoi ? Eh bien parce que les équipes sont tactiquement perdues. Pour répondre à la désorganisation, un système émerge, le WM. Et c'est Arsenal qui devient le porte-étendard de cette nouveauté grâce à son entraîneur Herbert Chapman. Si l'on reprend la pyramide, l'idée du WM est de faire descendre un demi-centre pour en faire un arrière central. Également, on fait glisser deux attaquants en retrait pour en faire des inters. Ainsi se dessine un WM. Cette modification induit une logique plus défensive. Et c'est exactement ce qu'en fait Chapman avec Arsenal. Il bâtit le premier système de contre-attaque de l'histoire. Renversement total de la logique du football, qui jusque-là exigeait que l'on attaque à toute berzingue. Or, ce que propose Chapman, c'est d'aspirer l'adversaire pour mieux le frapper. C'est avec ce système et cette philosophie qu'Arsenal écrit de 1930 à 1934 les premières pages de sa légende. Par ailleurs, la professionnalisation est née en 1885, avec la reconnaissance des joueurs pros. Mais Chapman, lui, va la faire progresser en rationalisant le football. Il introduit la numérotation des maillots, les projecteurs pour les matchs en soirée, les fameuses manches blanches du maillot rouge des Gunners qui rendraient les équipiers plus repérables en vision périphérique. Il obtient la construction de la mythique horloge de Highbury et le changement du nom de la station de métro Gillespie Road en Arsenal. Enfin, il réunit ses joueurs devant un tableau magnétique avant chaque match pour une préparation tactique. Gérant presque tous les aspects de la vie d'un club, finances, recrutement, gestion, Herbert Chapman est le premier manager au sens moderne du terme. Au moment où se développe le WM chez les Brits, la sélection italienne ambitionne de devenir le meilleur 11 du monde. Pour ce faire, la fédération rappelle en 1930 le sélectionneur Vittorio Pozzo, qui avait déjà exercé lors des JO de 1912 et de 1924. Pozzo est de la même génération que Chapman, Meisel et Jimmy Hogan. Lorsque plus jeune, il était étudiant en langue, il s'était expatrié dans le nord de l'Angleterre, où il s'amouracha du jeu de passe en tissage de motifs, ainsi que de Manchester United. Comme entendu dans le dernier épisode, le début des années 30 connaît la domination du football par l'Autriche. Or, l'inimitié austro-italienne est toujours vive depuis la Première Guerre mondiale, et les prétentions sur les terres irrédentes, territoires autrichiens revendiqués par l'Italie, ont servi de terreau à l'impérialisme mussoliniste. Cet impérialisme nationaliste va se déployer jusque dans les stades, où les valeurs de virilité et de physicalité sont exaltées. C'est donc dans ce contexte très particulier que Vittorio Pozzo doit bâtir une équipe capable de remporter la Coupe du Monde de 1934, organisée justement en Italie par l'administration fasciste. Les joueurs italiens sont talentueux, mais moins que la Wunderteam autrichienne. Pozzo, qui est un anglophile et un convaincu des vertus du tissage de motifs, s'appuie sur le 2-3-5 pyramidal pour en proposer une relecture. Il va faire coulisser 2 des 5 attaquants vers le milieu de terrain. On passe ainsi à un 2-3-2-3. Ce schéma est allié à une grande exigence athlétique, une forte agressivité et à l'introduction polémique du marquage individuel. Et c'est inédit, pour la première fois, une équipe alloue de l'importance au fait d'empêcher l'adversaire de jouer. Scandale. Tout ce système, c'est le méthodo. Une défense renforcée et une attaque opportuniste et efficace. Ainsi, le méthodo combiné au talent de joueurs tels que Giuseppe Meazza permet à l'Italie d'éteindre la Wunderteam et Sindelar, de remporter sa Coupe du Monde en 1934 et de conserver le titre en 1938. Ce qu'il faut donc retenir des années 30, c'est qu'elles marquent l'émergence de deux systèmes dont l'attaque directe n'est plus l'âme du jeu. La défense est la première vertu. Arsenal est la seule équipe à faire du WM un véritable succès offensif, le reste de la ligue le dévoie en rideau de fer. L'Italie quant à elle gagne avec son méthodo, mais sur de très faibles scores et dans un climat de désapprobation quasi générale. Voilà, j'espère que le format et le contenu vous plaisent, le tout s'affinant avec le temps. Pour la prochaine vidéo, on se tournera vers un petit Fox out of the box pour réfléchir à la problématique des stades, leurs finances, leur taille, etc.
en passant notamment par le Stade de France ou encore celui de Brest. Et ensuite on poursuivra notre histoire tactique de retour en URSS, comme disaient Paul et John. Merci à vous et à la prochaine!